Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Le budget de nos armées, 12h12, vous êtes sur Sud Radio. Avec nous, Thomas Gassillou, qui est député Renaissance du Rhône et président de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées à l'Assemblée nationale. Thomas Gassillou, bonjour. Bonjour. La loi de programmation militaire commence à être débattue à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Cet après-midi, vous allez être au cœur des débats. 15 jours de débat, si j'ai bien compris, à peu près 700 amendements qui ont été déposés. 700 amendements déposés à la fois par la majorité et aussi par l'opposition. Est-ce que vous pensez que cette loi sera votée ? Alors, 700 amendements en commission, qui s'est réunie il y a une dizaine de jours, mais en séance publique, on n'a pas encore le chiffre exact, parce que certains ont été recevables, mais ça sera peut-être même davantage. Même davantage. On parle de 1500, puisque vous savez que la commission ne concerne que 1/8 de l'Assemblée, alors que la séance publique, l'ensemble des députés peuvent y participer. Bon, écoutez, il faut être mobilisé jusqu'au bout et dans ce travail de conviction sur ce sujet qui est grave. Mais moi, je suis assez confiant sur le fait que cette loi de programmation puisse être votée. Ça fait plus de 6 mois qu'on fait un travail avec l'ensemble des groupes politiques pour essayer d'être dans une logique de co-construction. Et d'ailleurs, en commission, des amendements ont été adoptés venant de l'ensemble des groupes politiques. Et donc aujourd'hui, ce travail, je pense, va porter ses fruits et va permettre, malgré le climat politique un peu tendu, de converger en disant qu'effectivement, la France a besoin de cette loi de programmation militaire. Donc pas de 49.3. Pas de 49.3. Même si historiquement... Vous allez me dire, mais même s'il n'y a pas de majorité, si vous sentez que la majorité n'a pas la majorité parlementaire, que vous n'avez pas la majorité à l'Assemblée, est-ce que vous utiliserez le 49.3 ? Le 49.3, c'est une décision du gouvernement, de la Première ministre. Moi, je suis président de la Commission de la Défense. Moi, j'estime avoir fait le travail nécessaire pour aboutir à un consensus à ce sujet. Mais quand même, pour le petit clin d'œil historique, je rappelle que les premières lois de programmation militaire ont été votées avec le 49.3 en 1960, parce qu'à l'époque, personne, hormis le général de Gaulle, ne voulait de la dissuasion. Et on a vu quel intérêt il y a eu d'avoir ce 49.3. Aujourd'hui, qui remettra en cause la dissuasion ? Oui, ça a servi à mettre en place la dissuasion, il faut le savoir. Mais Elisabeth Borne a bien dit qu'elle n'utiliserait plus le 49.3, si j'ai bien compris ce qu'elle disait récemment. Moi, je sais que dans la Constitution, on peut utiliser le 49.3 une fois par session. S'il le faut, il sera utilisé. Mais écoutez, moi j'ai une constitution qui a été validée par la souveraineté populaire. Le 49.3 est un des outils dont dispose le gouvernement. Et donc moi je suis très serein sur l'usage qui est fait du 49.3 quand un texte est fondamental. Pourquoi pas, si jamais le texte... Ce ne sera pas nécessaire. Bon, eh bien nous verrons bien si c'est nécessaire ou pas au cours des débats. Alors, 413 milliards d'euros de dépenses militaires jusqu'en 2030. C'est une augmentation des dépenses. Nous allons regarder où va aller l'argent. Parce que c'est ce qui intéresse les Français, finalement. Et c'est notre rôle de parlementaire de vérifier que l'argent des Français est bien utilisé. Mais bien sûr. 60% dans la dissuasion nucléaire ? Non. Alors, le vrai chiffre pour la dissuasion nucléaire, c'est environ 13%. 13%. Mais par contre, vous avez beaucoup d'équipements qui concourent à la dissuasion et qui ne sont pas exclusifs à cela. Par exemple, quand vous avez un avion ravitailleur qui accompagne un avion lors d'un raid nucléaire, bien entendu, il a beaucoup d'autres usages hormis la dissuasion. Donc le vrai chiffre des équipements qui sont vraiment dédiés à la dissuasion et des recherches qui vont autour, c'est 13%. C'est 13%. Alors, évidemment, dissuasion nucléaire, ça veut dire tête nucléaire, missiles, des rafales, vous l'avez dit, des avions ravitailleurs, je sais pas moi, des sous-marins nucléaires, les porteurs, les vecteurs, les armes, effectivement, avec deux composantes. Effectivement, une composante océanique, donc ce sont les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins qui vont se blottir, se cacher sous les océans et qui peuvent actionner le feu nucléaire, et la composante aéroportée, donc les avions qui sont en mesure de... Plus d'avions, plus de sous-marins ? Non, même nombre de sous-marins, on en a 4, c'est ce qui permet d'assurer la permanence à la mer depuis que l'addition a été Combien de sous-marins nucléaires en permanence en mer ? Avec la possibilité d'en mettre un deuxième à tout moment, voire un troisième. Voire un troisième à tout moment. Lanceur d'engins. Lanceur d'engins. Lanceur de bombes nucléaires, quoi, disons. Qui dispose d'armes nucléaires. Exactement, qui dispose chacun de 2 fois 8 missiles, 16 missiles, chacun de ces missiles pouvant être équipé de 6 têtes nucléaires. Chaque missile peut être équipé de 6 têtes nucléaires. Jusqu'à 6 têtes nucléaires, puisque le but de cette dissuasion, c'est qu'elle soit
crédible. Évidemment. Et donc, effectivement, pour se prémunir sur la phase terminale d'un contre-feu qui pourrait être ouvert sur le missile se divise en 6. J'ai compris. Avec le principe du mirevage, c'est-à-dire que vous avez une cohorte de missiles qui arriverait sur la cible, quasiment impossible à arrêter. Alors, je vais entrer un peu dans le secret. Enfin, vous n'allez pas tout me dire, mais ces sous-marins, personne ne sait qui c'est, où ils sont. Personne, même pas le président. Même pas le président. Non. Le sous-marin part de l'île Longue et va se blottir à un endroit sous les océans où lui, seul le chef du sous-marin. Qui décide d'ailleurs de l'endroit où il va se blottir? Il y a un état-major dédié qui est uniquement le chef du sous-marin a cette information. Il peut lui-même être. C'est ça la dissuasion. Voilà, c'est ça la dissuasion. Et donc ce sous-marin, bien sûr, n'émet pas. Il ne fait que recevoir des informations, et notamment l'ordre de tir si ça devait arriver. Et il n'émet aucune information, rien. S'il émettait la moindre information, il y aurait le risque qu'il soit dévoilé. Donc il ne va pas à la surface, il n'émet pas. Donc il y a un sous-marin aujourd'hui français qui est quelque part dans les mers tapies, dans une mer ou un océan. Exactement, il y a au moins un sous-marin un sous-marin. Bon, alors ça c'est pour les sous-marins. Ce qui concerne les avions, ça fonctionne comment ? Alors les avions, le but c'est tout simplement de faire un raid nucléaire, donc d'être en mesure de décoller depuis la France avec des chasseurs, avec des Rafales, accompagnés d'avions ravitailleurs pour aller très loin, porter le feu nucléaire s'il le fallait. Et je rajoute enfin qu'il y a une troisième dimension qu'on oublie parfois, c'est la force aéronavale nucléaire, c'est-à-dire que le porte-avions Charles de Gaulle peut être également équipé de têtes nucléaires, c'est ce qu'on appelle la FANU. Il peut être équipé de têtes nucléaires, c'est-à-dire qu'une arme nucléaire peut partir, peut être lancée... Non. Peut être porté sur un avion qui part du Charles de Gaulle. Voilà. Sur un avion qui part. D'accord. Donc il a une double dimension nucléaire, ce porte-avions. Non seulement il a une propulsion nucléaire, il y a deux chaufferies nucléaires à l'intérieur qui assurent le moteur, la production de l'électricité de ce porte-avions. Et il peut également héberger des avions qui sont porteurs eux-mêmes d'un missile nucléaire. Avec un futur porte-avions 2038 ? Exactement. Alors, le porte-avions, effectivement, il y a 5 milliards d'euros qui sont mis dans cette LPM pour le travail d'études. Et il va être livré pour remplacer le porte-avions actuel Charles de Gaulle. Pour remplacer le Charles de Gaulle. Son nom ? Son nom sera déterminé pendant le quinquennat, mais on ne le connaît pas. Je pense que ce sera un choix du président de la République. Bon, vous ne le connaissez pas pour l'instant. Bien. Est-il vrai que dans cette programmation militaire à l'Assemblée nationale, dans le débat, il est prévu dans la programmation militaire une baisse du nombre de blindés ? Il est prévu un étalement du nombre de blindés de quelques années pour privilégier la cohérence plutôt que la masse. C'est-à-dire moins de chars, moins d'infanterie. On va décaler un peu la cible du nombre de chars, donc c'est un simple décalage, c'est pas une réduction de la cible. Mais simplement le but étant que ces chars soient cohérents dans le modèle, c'est-à-dire qu'il y ait le bon nombre d'entraînements, le bon nombre de munitions par exemple, et donc c'est un peu l'objet de cette LPM, c'est de privilégier la cohérence à la masse. Voilà. En revanche, des efforts vers le cyber et les drones. Exactement. Le renseignement également, avec un budget qui va considérablement augmenter. Donc le renseignement, c'est simplement d'avoir une capacité autonome d'appréciation pour savoir ce qui se passe, par exemple en ce moment en Ukraine, sans dépendre de nos alliés. J'ai compris. Un effort important sur les drones également. C'est de l'information. Vous allez chercher de l'information. Exactement. De manière autonome, de manière électromagnétique, avec du renseignement humain, avec différents capteurs et de l'intelligence artificielle pour analyser tout ça. Et développement aussi des munitions téléopérées. Alors exactement, il y a un budget de 16 milliards. Intéressant. Il y a 16 milliards d'euros globalement sur les munitions. Dans ces munitions, vous avez une très grande catégorie entre des munitions complexes, notamment des missiles, et puis des munitions de base du fantassin, des cartouches 5,56 mm qui valent une vingtaine de centimes d'euros. Une cartouche, ça vaut 20 centimes d'euros. Donc ça vaut 17 centimes, je crois, une cartouche. Donc vous avez tout type de munitions, et effectivement, vous avez des munitions également téléopérées que vous êtes en mesure de faire partir sur un champ de bataille, et finalement, elle peut rôder et attendre une opportunité d'ouvrir le feu. Donc vous avez petit à petit une forme de convergence entre les drones et les munitions. Et les drones, insistons sur les drones, là aussi vous allez faire un effort. Exactement, sur les drones, on va dire que la France, il y a une dizaine d'années, n'avait pas tout à fait vu la mutation qui arrivait. Donc on avait pris du retard, tout simplement. Pris du retard, on était dans un contexte de déflation budgétaire depuis 30 ans également, donc les priorités étaient ailleurs. Donc on est en train de rattraper ce retard avec des drones à la fois dans les airs, en surface, sur mer, sur l'eau, et également des drones sous-marins. Et puis aussi les armes hypersoniques.
Effectivement. Alors, qu'est-ce que les armes hypersoniques ? Alors c'est tout simplement le fait d'avoir des missiles qui soient capables d'être projetés, de se déplacer à des vitesses supérieures, bien supérieures au mur du son, Mach 1, Mach 2, Mach 3. Et donc ces armes hypersoniques ouvrent de nouveaux défis, non seulement de nous-mêmes les maîtriser, mais de nous-mêmes également être en mesure de les intercepter. Est-ce que nous manquons de munitions classiques ? Je parle de munitions de base aujourd'hui. C'est ce qu'il y a, j'ai lu ça partout. On manque de munitions. En fait, la France manque de munitions. On a un stock de munitions adapté à un contexte de crise tel qu'on a connu depuis une vingtaine d'années. Le retour de la guerre de haute intensité nécessite de reconstituer davantage nos stocks. Pour autant, c'est ce que nous allons faire. C'est ce que nous allons faire. Nos stocks. Exactement. Et réinternaliser également la capacité de produire ces munitions. Par exemple, à Bergerac va s'ouvrir prochainement une usine de fabrication de poudre pour que nous ayons l'autonomie de fabrication des obus. C'est toute une chaîne de production. Pourquoi aujourd'hui nos munitions ne sont plus fabriquées en France ? Alors, les obus étaient toujours confectionnés en France, mais sur la base de poudre qui venait notamment de Suède. Et donc, on va regagner cette indépendance-là. Bien. Mais je rappelle, il y a 5 ans, il y a 10 ans, qui parlait de l'artillerie, tout le monde disait que l'artillerie, ça ne servait plus à rien. Il y a effectivement, avec l'Ukraine, un retour en force de l'artillerie, et les Français qui redécouvrent que nous fabriquons parmi les meilleurs canons du monde avec le canon César. Il s'agit aussi de renforcer les pouvoirs de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Exactement. C'est très important. Recueil de données possible auprès d'opérateurs téléphoniques, par exemple ? Alors là, il y a un article qui prévoit que si un site internet sert à mener une attaque massive, l'ANSSI soit en mesure de dérouter d'une certaine manière le nom de domaine pour faire cesser cette attaque. Et dans le cadre de cette attaque, serait en mesure de recueillir des données non personnalisées pour essayer de comprendre ces attaques. Donc là, on est sur un jeu classique de l'équilibre entre les pouvoirs qu'on donne aux instances gouvernementales, et notamment l'ANSSI, et la liberté publique. Il me semble que la loi de programmation militaire a trouvé un bon équilibre à ce sujet-là. La France Insoumise propose une conscription obligatoire. Vous avez vu ça ? C'est assez étonnant de la part de la France Insoumise, qui s'oppose depuis quelques mois sur un SNU de 15 jours civils, en disant que ça serait une militarisation des esprits, et qui en parallèle propose un service militaire pendant 9 mois. J'étais étonné, mais qui serait totalement décalé par rapport aux besoins du pays, puisque non seulement ça immobiliserait nos armées, parce que pour encadrer 800 000 jeunes garçons et jeunes filles, il faudrait quasiment toute l'armée de terre pour faire ça, et qui ne correspondrait pas aux besoins opérationnels du moment. Oui, à propos du SNU, c'est toujours sur la table, le SNU, mais l'armée ne sera pas mise à contribution financière. Il n'a jamais été question que l'armée, que le budget des armées en tout cas contribue au SNU. Un peu plus de 3 milliards, on avait dit. Mais il y a un budget de l'État effectivement de 2 à 3 milliards d'euros, mais qui n'a jamais été prévu d'être sur le budget des militaires. À un moment donné, il a peut-être été envisagé que les dispositions législatives du SNU soient dans la loi de programmation militaire, mais avec un budget qui aurait été propre. Donc voilà, la discussion concernant le SNU, sera les militaires ne tenaient pas trop. Est-ce que les militaires seront engagés dans le SNU ? Dans le SNU, il y a notamment des anciens militaires qui peuvent assurer l'encadrement, comme également des cadres de l'éducation nationale, comme également de l'éducation populaire. Donc il y a une dimension défense, effectivement. Mais des terrains militaires, des bâtiments militaires, à la marge, sur la phase 1 de... L'armée n'a pas très envie d'ailleurs d'être engagée dans ce SNU, non ? Vous avez dans l'armée un peu d'opposition. Il y a ceux qui disent que le SNU, vraiment, ça ne nous concerne pas. Et également, vous avez des gens à l'armée qui disent non, l'esprit de défense, le fait que l'engagement des plus jeunes de nos concitoyens, c'est quelque chose d'important, puisque au-delà des capacités militaires, la défense d'un pays repose également sur l'engagement de tout le monde, jusqu'aux citoyens, en passant par les collectivités, par les entreprises. C'est ce qui se passe actuellement en Ukraine. C'est pas uniquement l'armée ukrainienne qui est engagée, c'est l'ensemble de la nation ukrainienne. Bon, la France est engagée en Ukraine. La France fait la guerre. La France n'est pas engagée directement. Elle n'a pas de troupes au sol. Elle aide l'Ukraine à se défendre. Elle est engagée indirectement. Indirectement. Oui, elle soutient l'Ukraine dans sa défense, légitime au regard du droit international. Oui, elle est engagée. Est-ce qu'elle va être engagée dans les airs ? Est-ce qu'un jour, la France pourrait livrer des avions à l'Ukraine ? C'est un sujet qui peut exister. Vous savez que le président Zelensky l'a demandé au président Macron. La demande est en train d'être instruite. La France, elle est surtout... elle se concentre sur les matériels qui sont efficaces pour les Ukrainiens. Aujourd'hui, la bataille est essentiellement... Un avion serait efficace. La bataille est aujourd'hui essentiellement une bataille au sol. Vous avez énormément de défense sol-air qui existe, qui fait qu'aucun des deux pays n'a la supériorité aérienne. Et donc aujourd'hui, la priorité, moi, me semble, à
conforter les moyens terrestres. Donc pour l'instant, pas d'avion pour l'Ukraine. C'est une décision du président de la République. Il a ouvert la voie à la formation de pilotes. Moi, je suis favorable à ce qu'on l'étudie, mais vous savez, former des pilotes sur nos avions, c'est quelque chose qui va prendre peut-être 9-10 mois. Donc, pourquoi pas engager la formation des pilotes dès aujourd'hui, mais ce ne serait pas un game changer de cette bataille-là. Je comprends. Merci Thomas Gassillou d'être venu nous voir. Il est 12h26, vous êtes sur Sud Radio, merci. 12h26, nous aurons l'occasion de reparler de la chose militaire, entre guillemets, et évidemment. André Berkoff.